Bonsoir d'abord. Pourquoi ce soir, j'ai choisi ce soir de consacrer, pourquoi j'ai choisi de consacrer cette soirée à Nikola Tesla que vous voyez sur la photo. Je ne suis pas physicienne, je ne suis pas scientifique, et pourtant ça m'a beaucoup intriguée parce que quand j'étais petite, dans mon pays, en Croatie, on a beaucoup, déjà à l'école primaire, on a entendu beaucoup parler de Tesla. J'arrive en France, j'étais étonnée, je ne veux pas dire personne, mais très très peu de gens connaissaient Tesla, ou au moins ils ont entendu parler de Tesla. Et pourtant, Nikola Tesla, comme on dit, poète de la science et un éternel rival de Edison. Alors, à la fin du 19e siècle, qui aurait pu penser, mais surtout pas Tesla, qu'un jour, il y aura une voiture électrique qui porterait son nom. Et aujourd'hui, on connaît plutôt la voiture électrique que la personne qui se cache derrière. Alors, justement, quand j'ai cherché un peu de documentation et tout, c'était très difficile. Il n'y avait rien dans les librairies, rien. Alors, monsieur m'a indiqué quand même un livre où il n'y a pas de nom Tesla. C'est de Jean Echenoz, ça s'appelle Les Éclairs, mais c'est vraiment la biographie de Tesla romancée, mais ça correspond, c'est assez exact. Sinon, bon, j'avais ce qu'il faut, parce qu'à Zagreb, j'ai acheté, alors ça c'est son autobiographie, mais qu'il a écrit en anglais aux États-Unis. Et ça a été traduit en croate. Bon, il y a aussi ce livre sorti du ministère de l'Éducation, ça aussi c'est très bien fait. Là, il y a quelques années, c'était dans tous les kiosques, ça, avec un DVD. Bon, je veux dire, la documentation ne manque pas, mais moi, j'ai voulu quelque chose en français pour éviter mes fautes de français. Malheureusement, je ne suis pas arrivée, c'est comme ça. Et voilà, je dis, Tesla, ce poète de la science, qui est vraiment Tesla? Alors, on dit l'homme qui éclaira le monde. Ici, ils disent chercheur, inventeur, génie. Voilà. Ici, ils parlent de my inventions, c'est-à-dire mes inventions. Voilà. Et il parle beaucoup de son enfance. Alors, Tesla, il est né dans une ville, dans un village en Croatie qui, à l'époque, n'était pas la Croatie. C'était l'Empire autrichien et c'était à la frontière entre, actuellement c'est la frontière croato-bosniaque, à l'époque c'était la frontière austro-turque. Mais Tesla n'est pas croate, mais c'est d'une famille serbe de Croatie. Mais alors, c'était déjà au XVIe siècle, quand les Serbes ont fui l'Empire ottoman et ils se sont réfugiés à la frontière croate, à l'époque Autriche, et c'est Ferdinand qui les a installés à cet endroit qui s'appelle confins militaires, confins militaires. Confins, c'est-à-dire, la fin, ça veut dire kraj, et c'était Krajina. Et vous avez certainement entendu cette dernière guerre a commencé justement dans la Krajina, où il y a cette communauté serbe qui vivait et qui vivent encore en Croatie, sauf que maintenant c'est beaucoup diminué. Avant ils étaient 12%, maintenant ils étaient 4%. Alors justement ça crée un peu, je ne peux pas dire un conflit, mais des discussions entre les Serbes et les Croates, parce que les Croates, ils veulent que ça soit croate, parce qu'il est né en Croatie, même si ce n'était pas la Croatie à l'époque, et les Serbes, ils veulent qu'il soit serbe, et ils ont créé un très beau musée à Belgrade, et même l'aéroport de Belgrade s'appelle Nikola Tesla.
Tandis qu'à Zagreb, il y a la rue Nikola Tesla, il y a sa statue dans cette rue, et il n'y a pas vraiment le musée, mais il y a un musée technique et un compartiment a été consacré à Nikola Tesla, mais il n'y a pas longtemps, parce que pendant la dernière guerre, on ne parlait pas beaucoup de lui, parce qu'il était serbe. Mais maintenant, ça va. Mais il n'y a pas que la Croatie et la Serbie. Il y a aussi l'Autriche, parce que comme c'était l'Empire autrichien, et puis il a fait ses études à Graz, alors il est autrichien aussi. Et puis le quatrième pays, c'est les États-Unis. C'est là où il a fait ses inventions, enfin les plus connues. Il a obtenu la nationalité américaine, il est mort en tant qu'Américain. Alors voilà, 4 pays et une personne. Mais bon, il appartient à tout le monde, parce que s'il y a un seul qui vraiment, ça n'en occupait pas, c'était lui. Alors pour lui, être croate ou serbe ou autrichien ou américain, ça lui était égal. C'était un homme de science, un inventeur. Alors, il est né dans un village qui s'appelle Smiljan, justement, dans cette région, les confins militaires, une région très dure à vivre, avec le climat très dur. Et les Serbes qui étaient là, ils étaient destinés à être soit militaires, soit agriculteurs, parce qu'ils étaient là pour défendre le christianisme contre l'islam. Dans la famille de Tesla, il n'y avait pas de militaire. Son père, il était prêtre orthodoxe, serbe. Et sa mère aussi issue d'une vieille famille serbe. Alors il est né une nuit d'orage, une nuit du 9 au 10 juillet 1856. C'était vraiment un orage très très fort, avec beaucoup d'éclairs. Et quand il est né, il y a une voisine qui est venue, qui a dit « ça va être un enfant des ténèbres ». Et sa mère qui a répondu « non, ça sera un enfant de lumière ». Bon, que cette phrase soit véridique ou pas, je n'en sais rien, mais de toute façon, c'est l'électricité qui a marqué sa vie et qui était de l'importance majeure. Son père, Milutin Tesla, c'était j'ai dit prêtre orthodoxe, un homme très très cultivé, qui parlait je ne sais pas combien de langues, qui connaissait, il avait une large culture, connaissait les grands classiques, était capable de réciter des extraits de tous ces grands classiques par cœur, voilà, et en plusieurs langues. Sa mère, c'était pas du tout ça, mais elle était aussi inventrice. Alors, si Tesla tenait ce don d'invention, c'était de sa mère. Et la culture, c'est vraiment de son père. Dans ce livre, Mes inventions, il parle beaucoup de son enfance. Parce que Tesla, c'était un célibataire, toujours seul. Vraiment, c'était quelqu'un un peu spécial, seul, un peu obsessionnel, mais je vais vous en parler plus tard de ça. Et alors, quand il parle de son enfance, il parle des événements qui l'ont marqué. Il parle, par exemple, beaucoup de son frère Danilo, parce qu'ils étaient 5, 2 frères et 3 sœurs. Et son frère Danilo, qui était plus âgé, c'était aussi un garçon extrêmement intelligent et cultivé. Et peut-être il y avait un peu de jalousie, parce qu'il était vraiment aimé par ses parents. Alors, il parle d'une blessure de sa vie qui a commencé d'abord bien et puis qui s'est mal terminée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un de la famille qui leur a offert un cheval magnifique de race arabe, beau, intelligent, tout ce que toute la famille a chuchoté. Et puis, c'est un cheval qui a sauvé la vie à son père, parce qu'une nuit,
son père a été appelé pour une urgence et alors il est parti en pleine nuit. Alors, comme j'ai dit, c'était une nuit d'hiver et comme c'est une nuit, comme c'est une région montagneuse où il y a même des loups, il y en a même maintenant. Alors, le cheval, quand il a entendu les loups, il a eu peur. Il a jeté le père Tesla dans la neige et il est rentré dans le village. Alors, quand ils l'ont vu dans le village, bon, c'était la panique. Ils ont fait sonner la cloche pour alarme et pour aller le chercher, le sauver. Et à ce moment-là, le cheval a fait demi-tour et il est rentré exactement à l'endroit où il a laissé le père Tesla, qui entre-temps a pris connaissance qu'il est monté ce cheval et il est rentré au village sans attendre le secours. Et alors depuis, le cheval était encore plus aimé et plus chouchouté et tout de la famille. Et ce même cheval a provoqué un accident qui a blessé son frère et tellement grave que son frère en est mort. Et alors, ce qu'il a dit plus tard, Nikola Tesla, il dit dans son livre autobiographique, « Mes parents étaient inconsolables. Tous les efforts que je pouvais faire semblaient nuls en comparaison des résultats que mon frère avait et aurait obtenus. Tout ce que je faisais de valable ne faisait qu'intensifier le sentiment de perte pour mes parents. Et c'est pour ça que j'ai grandi avec peu confiance en moi. » Voilà, ça déjà, on peut un petit peu comprendre son caractère qui était toujours seul, très souvent presque fâché et en conflit avec ses copains. Et la personne qui l'a compris plus que son père, c'était sa mère. Et comme j'ai dit, sa mère était vraiment une inventrice. Elle faisait beaucoup les appareils pour le ménage et puis les appareils à usage d'agriculture. Et elle tenait ça aussi de son père et de son grand-père. Alors c'était tout. Enfin, Tesla, sa mère, son grand-père et son arrière-grand-père. Et sa mère, elle aimait particulièrement tisser, mais avec des fils qu'elle a fabriqués elle-même. Alors, dans son enfance, il parle d'un handicap, il appelle ça handicap, mais ce n'était pas vraiment un handicap, ce n'était pas une maladie, c'était quelque chose dont il a souffert. Il a dit que quand il y avait des apparences des images accompagnées souvent de puissants flashs de lumière. Et ça le gênait beaucoup trop parce que ça troublait la perception des objets réels et ça interférait dans ses pensées et ses actions. Alors, c'était tellement fort qu'il n'arrivait pas à se débarrasser. Dès que quelqu'un a prononcé un mot, il avait cet objet dans son imagination et il arrive avec toujours accompagné de puissants flashs de lumière et il n'arrivait pas à se débarrasser sans savoir si cet objet est réel ou pas. Et alors on l'a amené chez un psychologue qui n'a rien trouvé. Bon, les psychiatres, ça, je ne sais pas si ça existait, surtout pas dans ce village. En tout cas, personne ne pouvait déceler de quoi il s'agissait. Ils ont dit que c'était un cas unique, mais lui, il ne croyait pas parce que son frère souffrait du même problème. Alors, il a décidé de se soigner seul. Et il a essayé, pour se débarrasser de ces images, parfois même traumatisantes, il a essayé de concentrer son esprit dans de nouvelles images, des choses qu'il n'a jamais vues, et qui, au début, c'était flou, c'était troublé, brouillé, mais petit à petit, ce sont des images qui devenaient de plus en plus claires et de plus en plus nettes.
Et alors, comme ça, il s'est mis, comme il dit lui-même, à voyager mentalement. Et après, quand il avait déjà 17 ans, il a été connu, il est devenu connu comme un inventeur autodidacte. Et même quand il a fait ses inventions, alors il a tout fait dans sa tête. C'est-à-dire, il avait, comme il dit lui-même, dans mes pensées, je pouvais imaginer tous les objets comme réels. Il dit que les autres inventeurs, en général, quand ils ont une idée dans la tête, ils font une maquette, ou bien un dessin, et après, il dit, ils se perdent dans les détails. Il dit, c'était pas mon cas. Il dit, je faisais l'inverse. Au moment où j'ai eu une idée, je commence à la réaliser ou à la construire dans mes pensées, uniquement dans mes pensées. Je la modifie, je la perfectionne, mais toujours dans ma tête sans rien toucher. Et quand, enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais imaginer, je commence à donner la forme réelle à un produit. Et durant des années, mes expériences se déroulaient exactement comme j'avais prévu, sans aucune conception. Alors, tout son idée, tout son produit, son imagination, son invention, tout était d'abord dans sa tête de A à Z. Et c'est après qu'il s'est mis à réaliser et à construire. Alors, en tant que vraiment un tout petit garçon, il avait déjà, comme j'ai dit, il avait déjà montré ce don de se débrouiller, d'inventer. Parce que, par exemple, son père, il avait une grande bibliothèque. Alors, lui aussi, il aimait lire. Mais il aimait lire la nuit. Et il n'y avait pas d'électricité. Alors, son père lui a caché les bougies. Il s'est fait les bougies tout seul. Il s'est procuré du suif. Il a fabriqué une mèche, il a bouché la serrure et il a lu toute la nuit. Et puis après, il aimait beaucoup défaire et refaire l'horloge de son père. Et puis avec les enfants, je dis, il n'avait pas beaucoup de copains. Il était toujours, je ne sais pas, fâché un peu, il était toujours un peu à part. Et un jour, un de ses... je peux même pas dire copain, un copain de son âge, qu'il a eu comme cadeau une ligne et matériel de pêche, qui à cette époque c'était un cadeau incroyable. Et alors les enfants sont partis à la pêche des grenouilles, pas la pêche des poissons, parce que là-bas il y a toujours beaucoup de grenouilles. Alors ils sont partis, lui il est resté seul et il n'a pas vu ce matériel de pêche. Alors il se l'a fabriqué tout seul. Et alors une chose qui nous paraît tout à fait banale, quand même pour un garçon qui, je ne sais pas quel âge il pouvait avoir, je ne sais même pas s'il est allé à l'école, il a pris un fil de fer, il a mis aplati entre deux cailloux, il a aiguisé, il a fait une courbe, il a cherché un fil, puis une baguette, et voilà, il a eu son matériel de pêche et il est allé pêcher les grenouilles. Et les grenouilles, là aussi, quand il a mis quelque chose sur le hameçon, il ne réagissait pas. Alors il a dit, mais peut-être il faut mettre le hameçon nu, parce qu'il était comme ça. Au moment où il y avait un problème, il voulait tout de suite le régler. Et effectivement, les grenouilles ont réagi. Il est rentré dans le village avec une corbeille pleine de grenouilles et les copains n'avaient rien. Alors, comme ça, il a créé beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, mais il était fier. Et une chose encore intéressante, aussi banale, c'était un jeune marchand qui a fondé une caserne de pompiers. Et alors, il y avait une grande inauguration dans le village, tout le monde était là. Et puis, pas une goutte d'eau. Alors, le tuyau était dans le ruisseau, mais pas une goutte d'eau ne sortait de tuyau. Et personne ne savait de quoi il s'agissait. Et il s'agissait que, vraiment, pour un adulte, c'est rien, c'est vraiment banal. Lui, il est entré dans l'eau parce qu'il a compris tout de suite que le tuyau doit être replié. Alors, il a déplié
Et puis tout de suite, l'eau est sortie, éclaboussé tout le monde, mais personne ne lui en a voulu. Il est sorti comme héros du village. Voilà, c'est pour ça ce que je voulais dire, que déjà en tant qu'enfant, il s'est toujours débrouillé de faire quelque chose, il avait toujours envie d'inventer, de bricoler. Et entre autres, comme il était très cultivé justement, parce qu'il a beaucoup lu, il connaissait les autres pays, et il disait à son oncle qu'un jour, parce qu'il était fasciné par les chutes de Niagara, qu'un jour, il irait là-bas pour mettre une grosse roue pour que ça tourne grâce justement aux chutes de Niagara. Alors, bien sûr, il a provoqué que la moquerie, hein, surtout de son oncle. Et qui aurait pu penser à ce moment-là que 30 ans après, il a réalisé son rêve. Et même maintenant, si vous y allez, à côté des chutes de Niagara, il y a la statue de Nikola Tesla. Alors, il avait une santé très très fragile et il a attrapé la choléra. Alors il était vraiment entre la vie et la mort, et son père qui était présent tout le temps à côté, il était tellement apeuré qu'il lui a tout promis. Il a dit qu'il pouvait prendre, qu'il pouvait désirer n'importe quoi, il va tout faire. Et lui, il a dit, moi je veux faire mes études en physique et en mathématiques, parce que son père, il voulait qu'il soit prêtre. Sa mère aussi, mais elle a insisté moins. Le père, il a beaucoup insisté, et même si Tesla ne le voulait pas, la parole du père, c'était très important. Alors, maintenant, il a presque profité. Bon, je ne sais pas comment c'est passé, hein, mais c'était peut-être par hasard, dans un dialogue. Mais le père lui a promis, et il a dit, tu pourras faire des études, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et il a tenu la parole. Et après le bac, il s'est inscrit à la faculté de Grasse, et là, grâce à la bourse que lui a donnée l'administration des confins militaires. Et il a fait les études en physique, en mathématiques et mécanique. Et malheureusement, ça n'a duré que 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans, ils lui ont retiré cette bourse, je ne sais pas par quelle raison, et il n'avait plus de moyens, alors il est rentré dans son village, et son père, pourtant, il a essayé quand même qu'il continue à faire ses études, et il lui a proposé d'aller à Prague. Et il est allé à Prague, et c'est son père qui l'a aidé. C'était pas beaucoup, mais bon, quand même. Il est resté 1 semestre, parce que le père est mort. Son père est mort, il n'avait plus de moyens, il est rentré, sauf qu'il a pris une mauvaise habitude, il a commencé à aimer les cartes, et il a beaucoup joué. Alors le peu qu'il avait, il a tout dépensé. Et bon, c'était une mauvaise période qui, heureusement, n'a pas duré trop longtemps, mais ça l'a quand même beaucoup marqué. Et bon, après, il est resté quelque temps dans son village, et après, il avait la possibilité de travailler à Budapest. Alors, c'était en 1881, il est parti à Budapest, d'abord comme un simple électricien, puis il est devenu électricien en chef, puis ingénieur en chef, au bureau central des télégraphes hongrois. C'était pour installer le premier système téléphonique en Hongrie. Et durant cette période, voilà sa première invention, c'était un amplificateur, quelque chose qui pourrait être le premier haut-parleur. Et alors,
grâce à ce travail, il a compris le principe d'un champ électromagnétique rotatif et a créé le plan d'abord pour un moteur à induction. Mais ça, il a dessiné, il a eu toute cette idée dans sa tête et il l'a dessiné sur le sable. Alors, bien sûr, quelqu'un comme lui est remarqué vite et il a eu l'invitation d'aller à Paris, pour aller à Paris. Alors, il est allé à Paris où il a été recruté par, Société Edison General Electric Company, voilà. Il n'a pas encore connu Edison, mais c'était sa société. Et alors, le directeur de cette société a très vite reconnaît son grand talent et lui a recommandé d'aller aux États-Unis travailler avec Edison. Alors, à ce moment-là, Tesla a achevé son premier moteur à induction, dont il avait fait le plan déjà à Budapest, et c'était bien sûr sur le courant alternatif, parce que c'est ça ce qui est important pour Tesla, et il est connu justement pour le courant alternatif. Il a utilisé bien sûr le champ magnétique rotatif et a obtenu 2 brevets en 1887 et 1888. Alors, il arrive aux États-Unis. Il était au début fasciné par Edison et Edison par lui. C'était réciproque, mais ça n'a pas duré longtemps parce que Edison travaillait sur le courant continu et il ne voulait pas. Il était vraiment un adversaire ardent de courant alternatif et un défendeur de courant continu. Alors, et Tesla, bien sûr, il a voulu imposer le courant alternatif et il avait raison parce que il s'est rendu compte, Tesla, de beaucoup de pannes, des pannes fréquentes dans les installations fournies justement par la société d'Edison, General Electric. Et alors, il a commencé à avoir des doutes justement sur le courant continu. Alors, parce que le déplacement de l'électricité, je répète ce qu'il a dit lui, c'est parce que je vous dis, je suis scientifique. Alors, le déplacement de l'électricité se fait dans un seul sens et les dynamos produisent les tensions très faibles. Alors, pour avoir la tension plus forte, il faut des câbles plus grosses. Mais alors là, il y a un autre inconvénient parce qu'une partie de l'électricité se transforme en chaleur. Et bien sûr, la conséquence, c'est les étincelles et même l'embrasement. Alors, c'est pour ça, voilà. Et puis le courant continu ne peut pas être véhiculé à grande distance, à maximum 3 km. Alors, bien sûr, pour les transmissions lointaines, il faut des gros câbles. Alors, toujours, l'embrasement, il y avait ce danger de l'embrasement. Alors, le système, bien sûr, souffrait de sérieux dysfonctionnements. Alors, incendies réguliers, panne chronique, accidents fréquents, etc. Tandis que le courant alternatif, c'est la circulation des électrons modifie le sens de trajet. Et ce courant se mesure en Hertz. Alors, 1 Hertz mesure le nombre d'allers-retours dans une seconde. Et ce courant peut alimenter des transformateurs en toute sécurité et avec beaucoup moins de pertes d'énergie. Voilà, c'est ça j'ai fait une photocopie, le courant alternatif. Et à cette époque, justement, Edison avait le problème sa société, avec un grand paquebot, Oregon, c'était le nom du paquebot. Parce que sur le bateau, les 2 mécanismes de lumière sont tombés en panne au même moment et le paquebot ne pouvait pas quitter le port. Alors ils ont essayé de réparer et ça n'a pas marché. Et Edison, à contre-cœur, a accepté
que Tesla essaye de réparer. Et Tesla y est allé, il est resté toute la nuit et il a réparé, et en utilisant le courant alternatif. Et puis le matin, à l'aube, quand il est rentré, il a rencontré Edison qui a dit, qui n'a pas cru, hein, qui ne savait pas encore, qui a dit « Ah ben voilà notre Parisien qui se lève très tôt ». Et lui a dit « Non, je ne me suis pas encore levé, voilà, j'ai réparé, et le paquebot pouvait quitter le port ». Bon, il n'y avait pas que le paquebot, il y avait alors 24 divers types d'appareils que Edison n'arrivait pas à réparer et il fallait les remplacer. Et Tesla, de nouveau, a proposé de les remplacer en utilisant le courant alternatif. Edison, cette fois-ci, c'est pas seulement qu'il ne voulait pas, mais il ne croyait pas au succès de cette action. Et il lui a confié ce travail, parce qu'il était sûr qu'il n'y arriverait pas. Et il lui a confié, et il lui a promis $50 000 s'il réussit à... Et il a réussi. Et il a réparé, et il a cherché son argent. Et alors, Edison lui a répondu, « Vous ne comprenez pas l'humour américain. » Le résultat, oui, mais pour faire un geste, au lieu de le payer $10 par semaine, il lui a proposé $18 par semaine. Et Tesla a refusé et il a démissionné et il l'a quitté. Comme il avait un peu d'économie, il a essayé quand même de créer sa propre société. C'était Tesla Electric Light and Manufacturing. Et malheureusement, les investisseurs, parce qu'il n'était pas seul investisseur, alors ils étaient plutôt pour le courant continu. Et ils ne voulaient pas son alternatif, ils voulaient un modèle lampe à l'arc. Et bon, ben, ils voulaient pas le courant alternatif. Et alors, Tesla, qui insistait, et il savait que c'était mieux et plus sûr, eh ben, ils se sont retirés. Et Tesla, qui a investi toutes ses économies, qui n'étaient pas énormes, s'est retrouvé sans rien. Et il a commencé à travailler, il a été embauché comme terrassier dans les bâtiments, et ça a duré 4 ans. Et vraiment comme un simple ouvrier, parce que il n'avait rien, et pourtant, il avait des brevets qu'il avait déposés avant. Alors, il y avait un groupe d'investisseurs qui l'a aidé quand même de créer une autre société et d'avoir un laboratoire et de faire comme ça ses brevets sur le courant, toujours basé sur le courant alternatif. Et à ce moment-là, voilà, il y avait un homme d'affaires, George Westinghouse, qui lui a tendu la main dans ces moments très très difficiles et qui a acheté ses brevets. Alors, il l'a embauché en plus. Alors, de quoi il devait s'occuper Tesla? De développement de systèmes de production du courant alternatif. Et c'est ainsi, parce que vous savez, cet homme d'affaires, il voulait avoir le contrôle sur le système énergétique. Et alors, il a confié ce travail à Tesla, et c'est ainsi que l'entreprise Westinghouse a eu la possibilité d'installer toute l'infrastructure électrique des États-Unis, bien sûr en se basant sur courant alternatif. Voilà ce qu'il a fait, Tesla, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Alors, à cette époque, oui, bien sûr, c'était en concurrence maintenant avec Edison, parce que Edison, il gardait son courant continu. Et il était très, comment dirais-je, il tenait beaucoup à ça.
Et alors à ce moment-là, Tesla, il fait bien sûr, parce que maintenant il a la possibilité, il fait d'autres inventions. Je ne sais pas, vous, s'il y a des physiciens ici ou techniciens, ils connaissent certainement la bobine de Tesla. La bobine de Tesla ou transformateur. Alors, c'est une machine électrique qui fonctionne sur le courant alternatif à haute fréquence et permet à atteindre de très hautes tensions. Et le transformateur transforme, c'est-à-dire augmente ou baisse la tension. Alors, il peut transformer, je ne sais pas, la tension de 20 000 volts, je ne sais pas, pour 230, pardon, pour les appareils ménagers, ou baisser encore plus pour le téléphone, le chargeur, pour l'ordinateur. C'est ça, le transformateur, ce qui sert à ça. Et puis, c'est vrai que à ce moment-là, Tesla commence à une autre chose, la transmission sans fil. Alors, là, en 1898, elle fait la démonstration d'un bateau radiocommandé et dépose à Madison Square Garden, il dépose son brevet là-dessus. 2 ans plus tard, il découvre le principe de radar. Voilà, tout ça il a fait. Mais maintenant, c'est la guerre ouverte avec Edison. Edison, il fait une campagne de lobbying contre, justement, le courant alternatif de Tesla, en voulant prouver à quel point c'est dangereux. Et alors, il n'a honte de rien. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait électrocuter des animaux sur la place publique pour dire à quel point c'est dangereux. Et au début, c'était des animaux de petite taille, mais il est allé plus loin. Et un jour, il a fait électrocuter un éléphant de cirque. Et un éléphant, effectivement, qui était déjà vieux, qui était destiné à partir, hein. Mais quand même, enfin, il a fait ça. Et bien, si vous croyez qu'il s'est arrêté là, non. Il est allé encore plus loin. Qu'est-ce qui peut rester? Un être vivant, un homme? Eh bien oui, chaise électrique, ouais, c'est ça. Voilà, voilà, la chaise électrique. Il y a c'était le premier, j'ai oublié le nom, un condamné à mort, alors qui a été électrocuté. C'était le début de exécution avec la chaise électrique. Et voilà, pour prouver quel homme était Edison, quand même. Et non, Edison, hein, est-ce qu'il était vrai? Tesla, non. Mais bon, Tesla, il continue. Mais tout ça, ça l'a pas aidé. Hein. Quand même, c'est le courant alternatif qui prévaut. Hein. Et Tesla, il continue à travailler à Westinghouse, qui lui promet un contrat pour acheter ses brevets, enfin un contrat pour acheter ses brevets pour $1 million, et puis avec le pourcentage sur toutes les applications du courant alternatif. Voilà, c'est le début d'une richesse, de la gloire, tout ce que vous voulez, mais qui n'a pas duré longtemps. Et pourquoi? Parce que, comme tous les hommes d'affaires, il s'est lancé dans des spéculations financières, et d'autre part, bon, bien sûr, il y avait Edison contre lui, mais ce n'était pas si fort, mais il y avait un autre homme d'affaires, J.P. Morgan, et lui, il voulait avoir le contrôle sur le secteur énergétique. Alors, il a fait une campagne de lobbying contre Westinghouse, et c'était tellement fort que Westinghouse s'est retrouvé, la maison Westinghouse et George Westinghouse s'est retrouvé dans les difficultés énormes, et ils ne pouvaient plus payer Tesla.
Alors, il ne savait pas comment faire, alors il a convoqué Tesla et il lui a expliqué sa situation. Et Tesla, qui était un homme d'honneur et qui n'a jamais oublié que c'est George Westinghouse qui lui a tendu la main au moment le plus difficile de sa vie, il a déchiré le contrat et il a renoncé à ses brevets, ce qui l'a coûté très cher après, parce qu'il a tout perdu. Il est mort dans une pauvreté totale. Et bon, c'était pas tout de suite, hein, mais maintenant, alors il y a Morgan qui reprend le contrôle sur le secteur énergétique et il voulait investir sur une tour, la tour Wardenclyffe. C'est une tour de 50 mètres de hauteur et il confie ce travail à Tesla. Alors, une tour ça a été fait sur le Long Island. Voilà. Et cette tour de télégraphie sans fil, dont il espère faire le centre mondial de radiodiffusion. À ce moment-là, la distance n'est plus importante. Alors ça peut être à la grande, et c'est pour ça c'est le centre, comme il a envisagé, mondial. Et cet émetteur rendrait possible pas seulement la transmission sans fil, avec précision des signaux, des messages, mais servirait au lien entre les stations télégraphiques et téléphoniques partout dans le monde, et c'est la Terre qui serait conducteur naturel. Et vous allez voir après, c'était ça toujours l'idée de Tesla, d'utiliser les sources naturelles et que ce soit la gratuité pour tout le monde, électricité gratuite. Ben, vous savez, avec les hommes d'affaires, le mot gratuité n'existe pas, ils n'aiment pas ça. Et le chantier a démarré, Morgan a investi 150 000 $, on sait, en échange de 50% de brevets de Tesla. Mais Tesla acceptait la 50%, mais lui, il voulait tous les brevets, parce qu'il pensait avoir un gain important. Et Tesla a refusé. Mais on ne refuse pas facilement un type comme Morgan, qui, rancunier, n'a jamais oublié ça. Et quand Tesla a voulu élargir cette tour pour donner plus de puissance, Morgan s'est retiré. Et tous les investisseurs aussi. Et Tesla, malheureusement, de nouveau, s'est retrouvé sans rien, c'est-à-dire ces tours, les travaux ont été arrêtés. Et c'était, je crois, vers 1905. Et alors, les investisseurs ont mis leur argent chez quelqu'un d'autre. Un type dont vous avez certainement entendu parler, Guillermo Marconi, qui est entré dans l'histoire comme inventeur de la radio, et en réalité, il a volé ce brevet à Tesla. Alors, certes, ils étaient sur les mêmes traces, Tesla et lui. Ils travaillaient tous les deux sur la transmission sans fil. Il est vrai aussi que c'est Marconi qui a envoyé les premiers signaux transatlantiques, sauf que le brevet de Tesla, c'était 6 ans auparavant. L'erreur de Tesla, c'était qu'il a mal protégé ce brevet et il n'est pas allé plus loin. Et l'autre, il a profité, il est entré dans l'histoire comme inventeur de la radio et il a eu le prix Nobel pour ça. Tesla a entamé le procès, hein, et il l'a eu. Mais quand? Un quart de siècle après, 800 après sa mort. Alors il n'a pas vécu. Il y a une justice qui a corrigé une injustice, mais trop tard, et Marconi n'a rien perdu. Même son renommée restait presque intacte.
Et Tesla a vécu quand même, il y avait beaucoup de malheurs dans sa vie. Entre autres, il avait un laboratoire où il a travaillé jour et nuit. Et un soir, comme s'il avait une intuition, il est rentré un peu plus tôt et on l'a appelé toujours à l'hôtel parce qu'il habitait toujours dans les hôtels. Et ils l'ont appelé d'urgence parce qu'il y avait le feu dans son laboratoire. Et ben, c'était vraiment tout a été détruit. Ses documents, ses recherches, ses brevets, ses appareils, les documents confidentiels et tout ça, tout malheureusement est parti en flammes. Et on n'a jamais su ce qui s'est passé. Bon, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'était la vengeance d'Edison qui a perdu la guerre des courants? Est-ce que c'était la vengeance de Morgan à qui il n'a pas voulu vendre ses brevets? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait rien. Et malheureusement, il a tout perdu et il s'est de nouveau remis et il a continué à travailler. Il y avait d'autres laboratoires, mais bon, quand même, il y a une blessure qui est restée et qui l'a marqué. Cette tour de Wardenclyffe, où il a investi beaucoup, parce que pas seulement la tour, mais c'était la propriété, toute la propriété, et il l'a hypothéquée parce qu'il avait d'autres dettes. Et pour régler toutes ces dettes, il était obligé d'hypothéquer la propriétaire de la tour. Et comme la tour, les travaux se sont arrêtés, eh ben, il ne pouvait plus continuer, il n'avait plus rien, il a perdu. Même ça, il a tout perdu. Et la tour a été détruite, je crois, en 1915. Alors, il y a plusieurs sources. Alors, on dit que la tour a été détruite par le nouveau propriétaire qui voulait faire, je ne sais pas, un truc immobilier. Mais j'ai lu, ici j'ai lu par contre que la tour a été détruite par l'armée américaine. Je ne peux pas vous dire où est la vérité, mais il y a toujours comme ça plusieurs sources d'informations. En 1912, et ça j'ai pas dit, Tesla et Edison étaient proposés pour le prix Nobel. Et c'était en novembre, début novembre. 15 jours après, il y a 2 autres personnes qui ont eu le prix Nobel. Je ne me rappelle pas le nom. Et pourquoi? Mystère, on ne sait pas pourquoi. Ils n'ont pas eu le prix Nobel pour leur travail. Et alors, Tesla, appauvri, malheureux, il s'est retrouvé dans une chambre d'hôtel qui quand même a été payée par George Westinghouse, qui quelque part, même s'il ne s'est jamais remis, il n'a pas eu la richesse, mais quelque part, il se sentait obligé de faire au moins ce geste, de lui payer cet hôtel. Et il a eu un accident de voiture, il a été heurté par une voiture, je sais pas, il a cassé les côtes et tout, il devait être immobilisé, et comme ça il a attrapé une pneumonie et il est mort en janvier 1943, en pleine guerre mondiale. Voilà. Il avait 86 ans. Et les derniers jours, je dis, ce pauvre, il ne faisait rien d'autre que de se promener dans un parc et de nourrir les pigeons. Ah, ça, il aimait beaucoup, hein, c'est nourrir les pigeons. Alors, qu'est-ce qu'il reste après lui? Il reste à peu près, on dit, entre 700 et 1000 brevets
Alors, bobine de Tesla, transformateur, courant alternatif, même si le courant continu est toujours utilisé dans les appareils ménagers. Hein. Je ne sais pas, appareils électriques, même les émetteurs de radio, les ordinateurs, les automobiles électriques et hybrides. Et puis même les panneaux photovoltaïques. Alors, mais ce courant continu peut être remplacé par le courant alternatif. Ouais. Bon, j'ai dit aussi moteur à induction, centrale électrique, parce qu'il a réussi, cette centrale hydrocentrale sur les chutes de Niagara. Et magnétisme. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà fait IRM. Eh bien, l'unité qu'on mesure, je ne sais pas exactement où dire, c'est un Tesla. Un Tesla. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore? Alternateur, radio, lampe fluorescente. Il était précurseur de néon. Alors, énergie sans fil, bien sûr, le courant de haute fréquence, appareil de haute fréquence et radio, bien sûr, etc., etc. Voilà, ce que Tesla voulait, je vous ai déjà dit, il voulait l'énergie libre, perpétuelle, gratuite, énergie qui captée par le magnétisme de la Terre comme conducteur idéal. Voilà ce qu'il voulait. Et alors, justement, à ce moment-là, on a parlé de la résonance Schumann. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est résonance Schumann ou cavité Schumann. Alors, une zone transdimensionnelle, ça veut dire d'environ 60 km, qui se trouve au-dessus de la surface de la Terre, à la frontière de la ionosphère. Et justement, c'est une zone d'électricité naturelle et impérissable. Et c'est pour ça qu'il voulait cette électricité gratuite autour de la Terre pour tous les habitants de la planète. Bon, à l'époque, il n'y en avait que 3 milliards, mais quand même. Et malheureusement, il n'a jamais réussi cette gratuité. Ce qui reste comme mystère après sa mort, c'est, là aussi on en a parlé, je ne sais pas, dans une émission, les rayons de la mort. Alors, les rayons de la mort, c'est en 1934, c'est un article dans le New York Times. On a parlé sur les rayons de la mort de Tesla qui ont été consacrés aux armements. Alors, selon cet article, il s'agissait d'un faisceau de particules projetées dans l'air et qui pourrait détruire un avion, un satellite, un bateau à 400 km de distance. Mais, alors Tesla, il a nommé ça Téléforce, mais son rêve, c'était de bâtir avec ça une espèce de clôture énergétique qui serait une protection ou quelque chose comme arme de dissuasion. Alors, pour dire que Tesla a pensé généreusement à tout le monde, il voulait que les gouvernements se mettent d'accord sur ces armes. Et quand il a fait son dossier, je ne sais pas comment l'appeler, il a proposé aux États-Unis, à l'Union soviétique, au Canada et en Angleterre. Mais à chacun, il a donné un fragment. Comme ça, s'il voulait faire quelque chose, il fallait qu'ils se mettent d'accord. Et personne n'a réagi. Tout le monde a fait semblant d'avoir pas réagi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait exactement après? On n'en sait rien. Parce que pendant une conférence de presse, Tesla a parlé de ça. Il a parlé d'un prototype fonctionnel, mais il n'a jamais développé les détails. Et
ça aussi, ce sont des hypothèses, enfin, on ne sait jamais. Mais comme par hasard, quelques semaines plus tard, il a été heurté par la voiture et après il est mort. Parce qu'il y a même des hypothèses qu'il n'est pas mort de mort naturelle, mais qu'il a été, soit tué, soit même empoisonné et tout. Mais tout ça, ça reste des hypothèses. Je crois que c'est quand même peu probable. Mais il reste les mystères autour des rayons de la mort, parce que de nombreux dossiers, documents confidentiels sont disparus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Le premier qui a eu l'accès à ces documents, enfin, c'était son neveu, Savo Kosanović. Et son neveu et sa secrétaire, Charlotte Mujar, une croato-américaine, ils étaient les premiers sur place et ils ont vu ce qui est resté après lui. Et dans le coffre, et ils se souviennent très bien, et c'est Charlotte Mujar qui en a parlé, il y avait la médaille d'or d'Edison. La médaille d'or d'Edison, c'est une médaille qu'on délivre chaque année la Société des ingénieurs électrotechniques. Alors, c'était dans le coffre, et ils l'ont vu. Alors, après, tout ce qui restait, ça a été mis dans les caisses, dans les cartons, et les caisses, les cartons, le coffre, tout a été transporté à Manhattan Storage dans un dépôt, et puis après transféré à Belgrade. Savo Kosanović, le neveu, après la guerre, est devenu ambassadeur. Enfin, il y a des sources qui disent qu'il était ambassadeur yougoslave à l'époque. Il y en a qui disent qu'il était que attaché culturel, peu importe. Il était diplomate. Et en 1944, il est allé quand même voir ce dépôt pour voir si tout va bien, si tout est là sur place. Et la surprise était très désagréable. Il y avait des choses qui manquaient. Et là, il se souvient très bien que la médaille d'or n'était plus dans le coffre. Elle n'a pas été volée, elle n'a pas été prise, elle n'a pas été tout simplement au même endroit. Cette médaille se retrouvait dans un des cartons. Alors ça veut dire que quand même ça a été fouillé. Et les ouvriers sur place, ils ont dit qu'il y avait des gens qui sont venus une nuit et qui se sont présentés comme membres de FBI et qui ont ouvert les caisses et les cartons et qui ont pris en photo des objets. Alors, Kosanović a demandé l'explication au chef de FBI qui a contesté. Quand il a dit que ce n'était pas vrai, et même sans donner l'explication pourquoi cette médaille ne s'est pas trouvée au même endroit. Il y a aussi une journaliste et écrivain, Margaret Cheney, qui a écrit un livre sur Tesla, et selon la liberté de l'information, elle a demandé au gouvernement l'accès à la documentation de Tesla. Et le gouvernement américain ne lui a pas donné. D'abord, ils ont dit qu'il n'y en avait pas. Et comme elle a insisté, ils ont dit oui, d'accord, ça existe, mais ça a été classé sous secret d'État. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pourquoi? On ne sait pas. Alors, il y avait bien sûr plusieurs hypothèses, que le FBI voulait récupérer justement le dossier de la mort, parce qu'ils avaient un fragment, mais ils voulaient compléter. Et il y avait un livre Héritage, et le préface a été écrit par un journaliste qui a dit « 2 décennies avant sa mort, Tesla affirmait d'avoir inventé un puissant rayon de la mort, et le gouvernement américain faisait semblant de n'avoir pas été intéressé, mais après la mort de Tesla, il a récupéré ces documents et les a placés en secret d'État. » Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le gouvernement a vraiment mis secrètement la main sur les rayons de la mort? On n'y croit pas quand même beaucoup. Mais il est vrai que Tesla n'a jamais développé ce projet et il y a
encore des hypothèses que tout ça, c'était seulement dans sa tête, c'est-à-dire dans un cerveau déjà affaibli. Où est la vérité? Ça, on ne le saura pas. Voilà, reste la dernière question. Qui était Tesla, finalement? Chercheur, inventeur, illusionniste? Alors, il était un peu de tout ça. Chercheur, un peu difficile parce qu'il n'a jamais terminé ses études. Il a fait que 2 ans et un semestre de la 3e année. Alors, il n'a pas eu les relations et la correspondance avec les universités. Illusionniste, oui, dans un certain sens, on peut dire. Prestidigitateur, presque. Voilà. Mais la meilleure caractéristique pour lui, c'est qu'il était inventeur. Comme sa mère, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père. Voilà. Il était, comme ils disent certains écrivains, le poète dans l'âme. Il aimait beaucoup lire, et il a beaucoup lu et beaucoup aimé dans son enfance Mark Twain. Et quand il est venu en Amérique, il a eu l'occasion de le connaître, et il est devenu ami avec Mark Twain. Et alors, il s'est vraiment tourné aussi, à un moment donné, vers la spiritualité, et il est devenu ami avec un maître indien, Swami Vivekananda, qui a dit pour lui, Tesla est différent des gens occidentaux. Il m'a montré ses expériments avec l'électricité. Son attitude envers l'électricité était comme une attitude envers des êtres vivants. Mais vous avez vu dans le film précédent, beaucoup de gants, enfin, ses affaires personnelles. Mais effectivement, il était obsédé par l'hygiène. Et il achetait, toutes les semaines, il achetait des gants. Et il voulait même pas donner la main à quelqu'un. C'était comme ça. Alors, il pouvait, par exemple, même pas toucher les cheveux de quelqu'un. Il avait horreur des bijoux des femmes, des bracelets, des colliers et tout. Obsessionnel. Et il était particulièrement obsédé par le chiffre 3. Et tout ce qui était divisible par 3. Enfin, 3, 6, 9 surtout. Et je ne sais pas, voilà, comme on n'a pas le tableau, alors j'ai fait moi, mais bon, c'est pas très... Mais vous pouvez voir. Alors, vous avez les chiffres de 1 à 10. Et quand vous voulez dédoubler chaque chiffre, vous avez 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16, c'est-à-dire 1 et 6, 7. 7 et 7, 14. 1 et 4, 5. 5 et 5, 10. 1 et 0, 1. Voilà, il a obtenu ça. Et dans ça, vous voyez, les chiffres intacts restent 9, 6 et 3. Et même les autres, si vous faites les calculs, 1 et 2 fait 3. Attendez. 1 et 2. 4 et 5 fait 9. 7 et 8 fait 15. 1 et 5, ça fait 6. Mais il a obsédé. Et même quand il a, par exemple, dans les hôtels, quand il a mangé, il a toujours demandé 3 couverts, 3 assiettes. Voilà, c'était une obsession de Tesla. Et je dois dire que, en lisant sa biographie, je ne sais pas pourquoi, il m'a fait penser à une autre personnalité, français. Peut-être vous allez deviner si je vous dis que c'était le père du cinéma, Georges Méliès. Ah. Bon, j'ai eu la chance d'avoir connu la petite fille de Georges Méliès, Madeleine Maltête Méliès. Elle est décédée l'année dernière, à 90 et quelques années. Et Méliès, c'était un génie,
un illusionniste, un prestidigitateur, inventeur, oui, humoriste, voilà. Et lui non plus, il ne pouvait pas s'en sortir avec le cinéma parlant. Et cette industrie l'a tué, et alors il a terminé finalement, pas sa vie, mais déjà sa vieillesse, il était à la gare de Montparnasse en train de vendre des bonbons. Et c'est comme ça, tout, enfin pauvre, abandonné, sauf sa petite fille. Elle a créé une association, les Amis de Georges Méliès, et elle a cette association devait rassembler les films qui étaient dispersés partout dans le monde. Et elle a réussi déjà à en avoir 200. Maintenant, c'est sa fille qui continue. Mais lui aussi, Georges Méliès, il avait un laboratoire. Sauf qu'il n'y a personne qui a mis le feu. C'est lui-même qui a mis le feu dans ce laboratoire parce qu'il était tellement désespéré et attristé par tout ce qu'il a perdu et qu'il a mis en feu, je sais pas, il y a je sais pas combien de négatifs qui ont brûlé. Et alors, Tesla, si on fait la comparaison, lui aussi, il a connu la gloire, la fortune, il a connu la jalousie, il a connu l'incompréhension. Et lui aussi, il a perdu son laboratoire. Malheureusement, on lui a volé même le prix Nobel. Et il s'est retrouvé, cet homme, qui a éclairé le monde, si on peut dire comme ça poétiquement, s'est retrouvé les derniers jours de leur vie, dans un parc, en train de nourrir des pigeons. Et je vous montre encore les 3 dernières photos. Enfin, ça c'est la première. Là, c'est les chutes de Niagara. Voilà. Et tout, quand on parle de Tesla, on ne pense pas à la personne, on pense... Voilà. C'est ce qui est resté de Tesla. Voilà, merci.